que nous pouvons commencer par un petit tour de table sur ce qui a été dit par le Premier ministre. Peut-être que M. André Lenguel ou M. Boulard... Allez, M. Boulard, commencez. Prenez le micro. Oui. Vous avez entendu, écouté le Premier ministre. Il y a eu... On entend, là, je sais pas. On va vous entendre, on va ouvrir le micro dans un instant. Il n'y a pas eu d'annonce fracassante de la part du Premier ministre parce qu'il y a le projet de loi de finances qui arrive bientôt, mais on a entendu quand même quelques petites brides d'annonces. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Attendez, je crois qu'il a été dit des choses extrêmement importantes tout à l'heure et conformes à ce qui avait été dit lors de la rencontre entre le président actuel et l'AMF. Je voudrais quand même rappeler 2-3 choses. Sur l'affaire de la taxe d'habitation, 3 mots ont été prononcés: dégrèvement et non pas compensation. Ce n'est pas rien. Je vous signale qu'actuellement, les 4 milliards, ce sont des dégrèvements. Et aucune majorité ne s'est permis de remettre en cause ce problème. Dégrèvement, préservation du pouvoir de taux, avec un choix 2017 pour le taux, et probablement une dernière discussion sur l'enrichissement des bases. Je trouve qu'il y a sur ce premier sujet, après on peut penser ce qu'on veut de la taxe d'habitation, mais au moins sur les conditions dans lesquelles c'est mis en œuvre, c'est conforme à ce qui a été déclaré il y a... Bon, je trouve que c'est plutôt populaire dans ma ville, donc oui. Je conseille aux élus d'être prudents lorsqu'ils font des déclarations sur la taxe d'habitation. Entre nous, on va prendre les choses dans l'ordre. La taxe d'habitation, on en parlera dans un instant. Entre nous, les élus passent leur temps à donner leur point de vue. Il faut peut-être de temps en temps tenir compte du point de vue de ceux qui remportent. Bon, en tout cas, la taxe d'habitation, c'est clarifié, au moins sur la méthode. Deuxième chose, on a vécu depuis 4 ans des baisses de dotation. On nous annonce, ça me paraît quand même un scénario nouveau, 2018, pas de baisse de dotation, dès lors que vous accepterez de discuter d'une réduction de vos dépenses de fonctionnement dans le cadre d'une contractualisation. Ben là aussi, ceux qui critiquent et qui ont soutenu, y compris la majorité précédente, qui y allait en matière de baisse de dotation, je trouve qu'il faut au moins accepter la discussion. Monsieur Boulard. Et que passer de ce scénario. Mais j'arrête, après c'est fini. Tout va bien, en fait. Non, attendez. Moi, j'en ai assez des critiques fausses. Surtout de la part de ceux qui ont soutenu une majorité qui baissait les dotations. Peut-être quand même pas perdre la mémoire. Je constate que sur ce point, il y a une évolution. Alors, on peut être pour ou contre. Moi, je préfère un contrat de baisse de fonctionnement plutôt qu'à une annonce en 2018, à nouveau, d'une baisse de dotation. C'est tout. Je trouve que sur ces 2 points, il y a plutôt une évolution intéressante. On va entendre Carole Delga. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Boulard? Est-ce que tout va bien et que, en tout cas, ça va moins mal? Je ne suis pas certaine d'être dans cette... Vraiment dans cet esprit où tout va bien. Il me semble que les annonces quand même de moins de 13 milliards de baisse. Alors moi j'étais membre du précédent gouvernement, donc bien sûr j'assume la baisse des 10 milliards sous le précédent quinquennat. Je me permets quand même de rappeler que ça avait été indiqué comme un effort des collectivités locales qui devait être limité dans le temps. Là, on nous annonce, au début c'était 10 milliards, on nous annonce 13 milliards. On apprend 2 jours après la conférence des territoires qu'il y a une baisse de 300 millions d'euros. Donc moi, je n'ai pas le même optimisme que mon prédécesseur sur ce sujet-là. Il faut être quand même conscient que d'arriver de nouveau à une baisse de 13 milliards pour l'ensemble des collectivités locales va mettre en grande difficulté l'action des collectivités locales. Alors moi je fais partie des élus, je tiens à le dire à monsieur le maire du Mans, qui écoutent ce que disent les citoyens. Alors bien entendu, quand on leur dit vous n'allez plus payer d'impôts, ils en sont ravis, que ce soit la taxe d'habitation ou n'importe quel autre impôt. En revanche, ils sont aussi très exigeants sur les services à la population qui sont à mener. Et je pense que aussi bien sur le bloc communal que sur le bloc départemental ou bloc régional, il y a des missions qui sont fortement attendues. En tant que présidente de région, on peut parler quand même de tout ce qui concerne l'investissement ferroviaire, où la SNCF se désengage de plus en plus et où c'est la région qui doit financer des travaux alors que ce ne sont pas ses compétences. Donc non, je ne suis pas béate d'admiration. Je suis bien sûr dans le partenariat, mais un partenariat très vigilant, oui. Voilà, et très exigeant. Et vous avez entendu ce qu'a dit le Premier ministre, et peut-être M. Lenguel va prendre la parole dans un instant. Je salue d'ailleurs également la présence de François Baroin, le président de l'AMF, qui s'exprimera tout à l'heure. M. Lenguel, le Premier ministre a rappelé pas de baisse en 2018 du concours financier pour les finances pour les territoires. Il l'a rappelé 2 fois. Il n'y aura pas de baisse?
Écoutez, j'attends la présentation du projet de loi de finances, mais comme ça a été annoncé, je suppose que ça sera en cohérence. En même temps, si on ne baisse pas en 2018, mais qu'on nous dit qu'on doit baisser nos moyens de 13 milliards sur le quinquennat, ça veut dire qu'on étalera sur 4 ans au lieu d'étaler sur 5 ans. Ce qui ne me rassure pas franchement. En somme, il vous demande de faire un effort sur le quinquennat. Si on a bien compris ce qu'il disait tout à l'heure, est-ce que vous avez tout compris de ce qu'il a dit? J'ai compris les titres, oui, mais je n'ai pas les développements. Donc vous comprendrez que j'attends d'avoir le mode d'emploi pour savoir ce qu'il y a derrière le titre. Mais si vraiment il faut baisser les dépenses des collectivités territoriales de 13 milliards sur le quinquennat, je considère que c'est inatteignable et irresponsable. Tout simplement parce que nous ne sommes pas au début du processus. Ça fait 10 ans qu'on serre les boulons. Ça fait 10 ans qu'on a une politique d'économie dans nos collectivités territoriales. Et malheureusement, ça a des répercussions. Sur les 3 dernières années, pour le bloc communal, c'est moins 25% d'investissement. Sur les 5 dernières années, pour le bloc communal, c'est moins 35% d'autofinancement net. Alors vous savez, c'est comme dans les régimes. Les premiers kilos, c'est les plus faciles à perdre. Mais si vous prolongez trop longtemps le régime, ça peut être l'anorexie. Et beaucoup de nos collectivités n'en sont pas loin. Vous dites donc quelque part qu'il y a danger. Il y a danger, et en tout cas, je considère que moins 13 milliards de dépenses, ça n'est pas raisonnable. D'abord, c'est passé de 10 à 13 milliards en 72 heures sans qu'on ait la moindre explication. J'ai d'ailleurs personnellement posé la question au Premier ministre. Il ne m'a jamais répondu sur ce sujet. Je veux dire, vous savez, alors maintenant on nous dit, mais vous allez voir, c'est moins douloureux que ça en a l'air. Mais ça me rappelle un peu ces commerçants qui augmentent les prix la veille des soldes pour expliquer qu'après, ils font un bon rabais. Là, on nous a taxé de 10 à 13 milliards d'un seul coup, et maintenant on vous dit, mais ça sera peut-être un peu moins. Ben, j'attends quand même d'avoir la facture finale. Monsieur Reynal, si vous voulez bien prendre le micro également. André Lenguel vient nous dire qu'on ne pouvait plus faire d'économie, qu'on était à l'os, si on peut dire. En tout cas, qu'il y avait danger. Vous partagez ce constat ? Il ne peut pas y avoir aujourd'hui une baisse de 13 milliards en 4 ans sans qu'il y ait des conséquences sur la qualité des services publics sur le territoire. Voilà, on peut dire les choses et le résumer de cette façon-là. Je crois que tout ceci doit être donc regardé avec beaucoup de prudence et on ne peut pas en tout cas adhérer à l'objectif de cette baisse supplémentaire. Alors tout à l'heure, mon collègue Boulard et ami disait, mais on avait accepté, d'ailleurs avec beaucoup de difficultés malgré tout, s'ils se souviennent de nos débats, la baisse brutale de 10,5 milliards d'euros. Mais la situation était totalement différente. À l'époque, le déficit de l'État, c'était 5,1%. Il y avait des difficultés éventuellement à trouver du crédit international pour payer la dette, donc pour financer la dette. Donc on était dans une situation qui nécessitait des actions fortes. Vous pouvez la regretter, mais en tout cas, c'était dans un climat très particulier. Nous sommes aujourd'hui à 3%, nous sommes dans un climat donc totalement différent, et donc ça ne s'inscrit pas du tout dans le même esprit. Ensuite, dire que la méthode, par exemple, de contractualisation est une méthode utile et qu'on est prêt à regarder comment les choses se passent. L'idée de dire on contractualise avec les 350 plus gros, on verra comment ils sont définis exactement pour 70% de la dépense, pourquoi pas? Ça peut être... Pourquoi pas? Vous dites pourquoi pas? Non, mais c'est mieux qu'un rabot généralisé. Ça, c'est tout à fait indiscutable. La méthode a donc du bon. Mais bien entendu, il y a toujours des choses qui sont dans ce qui est proposé qui peuvent être bon. Mais ce qui n'est pas bon, c'est l'objectif de base. C'est-à-dire que si on n'avait pas 13 milliards finalement de baisse des services publics, il faut dire les choses comme ça, de baisse de l'investissement public, eh bien on n'aurait pas à se poser la question de la méthode. Monsieur. Oui, moi j'ai parlé que de Jean-Claude méthode. Boulard. J'ai parlé que de méthode. Je préfère la méthode de proposer à ce qu'on a vécu. Si on est d'accord, est-ce qu'on a vécu, qu'on l'assume très bien, moi je l'ai combattu. Je ne trouve pas bien, du reste, d'entendre des discours successifs selon qu'on est de la majorité ou pas. Il faut savoir assumer les bêtises. C'était une bêtise. Bon, là, on nous propose une méthode qui était différente. Et à l'AMF, c'est la proposition qui avait été. Deuxièmement, je constate que l'État nous propose de faire quelques économies. L'histoire des 4 jours en matière scolaire, qui nous a été imposée. Scolaire. Attends, c'est pas rien quand même. Moi, c'est 2 millions. C'est 2 millions d'euros nets. Je ne vous cache pas que j'ai une source d'économie en 2018. Non, il faut quand même qu'on voit que nous avons aujourd'hui un gouvernement
qui a décidé d'arrêter d'imposer des dépenses. Moi, je vous connais une liste de dépenses précédentes. Celle-là en est une, n'est-ce pas? Je trouve qu'il y a là une perspective d'économie. Alors, on utilise ou on n'utilise pas. On aime ou on n'aime pas. Je sais que ma collectivité, on a commencé à regarder contractuellement quelles sont les économies que l'on pouvait faire, qui sont en plus des économies légitimes, dès lors que l'État nous a allégé d'un certain nombre de dépenses. Entre la méthode et cette différence, on arrête d'avoir un État qui décide de dépenses qui sont à notre compte, ce qu'on a quand même vécu en matière scolaire, dans des proportions considérables. J'aimerais qu'on n'oublie pas ce qu'on a vécu et la petite différence qu'on nous propose. C'est tout. C'est de la méthode. Vous imaginez qu'il y a des réactions. D'abord André Lenguel, Carole Delga, juste après. Non, mais moi je suis d'autant plus à l'aise que j'ai combattu les baisses de dotation sous le quinquennat précédent. Tout le monde m'en est témoin. Donc le procès vis-à-vis de ceux qui éventuellement défendaient notre politique, qui pouvaient avoir ces justifications même si je ne les partageais pas, ne me concerne pas. Je veux le dire très clairement. Et surtout, la situation a évolué. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont fait l'effort alors que l'État ne l'a pas fait. Je rappelle que les collectivités territoriales en 2016, c'est le rapport de l'Observatoire que j'ai présenté il y a une quinzaine de jours devant le Comité des finances locales. En 2016, les collectivités territoriales ont dégagé 4,2 milliards de moyens de financement. Pendant le même temps, l'État a accru son déficit de 2,1 milliards. Et si globalement la France a vu son déficit baisser, c'est uniquement parce que les collectivités territoriales ont fait l'effort. Alors que ça soit à nouveau vers elles qu'on se tourne et qu'on leur dise « serrez-vous la ceinture », ce n'est pas les collectivités qui serrent la ceinture, ce sont les citoyens. C'est une démarche qui n'est pas acceptable telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Mais je vais prendre un seul exemple. D'abord, raisonner sur les dépenses est pour moi une absurdité. J'ouvre au 1er janvier dans ma ville des structures pour la petite enfance. Ça coûte très cher, la petite enfance. Mais évidemment, on ne raisonne pas forcément uniquement en termes comptables quand on décide qu'on aide les familles, qu'on aide la petite enfance. Est-ce que je vais être un mauvais maire parce que je vais accroître ma dépense publique de manière considérable au bénéfice de la petite enfance? Justement, quels sont les retours que vous avez et justement les sacrifices que vous allez devoir faire? Mais je n'en ferai pas. Il faudra utiliser la contrainte si on veut me faire des sacrifices, car je n'accepte pas de baisser le service public dans ma communauté et dans ma ville. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, par exemple? Ça fait 14 ans que je n'ai pas augmenté les taux d'imposition dans ma ville. Que j'ai essayé de serrer tout ce qui pouvait être serré. Mais il y a un moment où il n'y a plus de marge. Et les seules marges, c'est soit de baisser l'investissement, donc l'autofinancement. J'ai rappelé que ça avait baissé de plus de 35% pour le bloc communal, ce qui est considérable, et ce qui fait que, évidemment, maintenant, nous n'agissons plus que sur les 65% qui restent. Et que nous avons d'autre part moins 25% en 3 ans d'investissement public. Et souvent, ce ne sont pas des investissements obligatoirement nouveaux, c'est de l'entretien. Et on sait bien que si on décale de l'entretien, ça coûtera encore beaucoup plus cher à la collectivité. Donc c'est une politique, j'allais dire, c'est le père Ubu. C'est le père Ubu. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, justement sur ce vaste territoire, comment est-ce que vous faites? Alors, tout d'abord, je voudrais quand même rappeler que, avant de parler de cosmétique, il faut quand même parler du fond. Donc, avant la méthode, bien sûr, de la concertation, personne n'est contre la concertation, mais il faut savoir, une baisse de 13 milliards, est-elle tenable? Et on ne peut pas être juste, par exemple, sur la réforme des rythmes scolaires, sur une vision purement comptable. Je pense quand même que le service public de l'éducation, en premier, doit être sur des valeurs, sur des conditions d'égalité des chances, avant de parler quand même d'addition. Alors ensuite, sur le fait que le gouvernement ne ferait plus de transfert de compétences sans compensation financière. Enfin, je suis très étonnée de ce que vous indiquez, M. Boulard, quand même, parce que pour le réseau ferroviaire, quand on indique que les régions vont devoir financer des réfections de rails, alors que c'est de la compétence de la SNCF, quand en matière agricole, et vous le savez, nous avons un fort déficit sur les aides aux agriculteurs et que l'État ne va pas tenir ses
ces engagements et va demander aux régions de les compenser sans qu'il y ait de transfert. Également sur les aides économiques, nous avions obtenu un engagement de l'État, c'était donc l'année dernière, sur le fait qu'une part de la fraction de la TVA, sans augmentation de la TVA, à peu près un demi-point, soit transférée pour compenser donc la DGF, mais également la dotation qui avait été obtenue sous le gouvernement Valls de 450 millions pour les aides aux entreprises qui sont absolument indispensables pour pouvoir aider nos entreprises à s'adapter aux nouvelles mutations, que ce soit dans le cadre des énergies renouvelables, dans les mutations technologiques. Donc soyons quand même lucides. Bien entendu qu'une concertation est une bonne chose. Moi, m'indiquer que 13 milliards sur 4 ans, on va arriver à les faire juste dans la douceur, ce n'est pas vrai. Il va y avoir des situations très délicates et en particulier au niveau des départements ou au niveau des petites communes, il n'y a plus de marge. J'ai été maire, je connais bien ce que c'est que la gestion municipale. Je connais, quand j'étais députée à la commission des finances, et je connais aussi la tension extrême que vivent les conseils départementaux avec l'explosion des dépenses sociales. Et les régions, nous avons des défis à mener. Pour la région Occitanie, il y a aussi la LGV qui est absolument indispensable. Nous avons tout le développement des entreprises et des petites entreprises en particulier. Donc, soyons réalistes. Ces 13 milliards vont mettre à genoux certaines de nos collectivités locales. Il va y avoir moins de services à la population, moins de services également et d'accompagnement aux entreprises qu'on doit accompagner. Et cela va être dans la difficulté. Je me permets quand même de rappeler que 70% de l'investissement public est assuré par les collectivités locales. Et dans ma région, dès que j'ai été élue, j'ai mis en place un plan Marshall. Nous avons augmenté l'investissement de 20% chaque année. C'est 1 milliard d'euros qui est investi chaque année. Et nous faisons en sorte que la commande publique régionale elle puisse bénéficier par les entreprises locales aux habitants de notre région. C'est cela être responsable et c'est cela aussi mener une gestion pour l'avenir de la population de nos territoires. Juste une question, Madame Delga, juste pour terminer sur ce point, parce que le constat que vous faites est très amer, mais qu'est-ce que vous demandez en fait aujourd'hui? Plus d'autonomie? Vous demandez de stopper cette baisse? Non, moi, je demande de la clarté. Alors que le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de baisse. Je demande, de la clarté. Voilà. Nous expliquer qu'on va diminuer de 13 milliards les dotations aux collectivités locales sans baisser les dotations, bon, il faut quand même se parler de façon... C'est une décision du gouvernement, il en a toute la légitimité, mais qu'on ait une clarté dans la relation avec les collectivités locales. On nous a réunis en grande pompe au Sénat, 2 jours après, on signe un décret en catimini. Bon, ce n'est pas respectueux. Je demande de la clarté, je demande aussi la promesse, que les promesses des précédents gouvernements elles soient tenues. Pour les régions, nous avons, 8% d'autonomie fiscale. 8%. Donc voilà, sur mon budget, j'ai 8% d'autonomie fiscale. Je dépends à 92% des dotations. Ce qui avait été décidé avec le précédent gouvernement, c'est que nous ayons une fraction de la TVA, ce qui permet d'avoir une refiscalisation des recettes. Et là, maintenant, on nous indique que la refiscalisation sera moindre et que la compensation du transfert de la compétence économie n'y serait plus. Voilà. Je demande de la clarté, du réalisme. Je demande également qu'on soit conscient de toutes les actions que mènent les collectivités locales pour la croissance de la France. Et je pense également qu'on doit se rappeler que l'investissement public, la dépense publique n'est pas forcément mauvaise. On sait très bien, par exemple, qu'en matière de transport, toute période de croissance économique, tous les économistes vous le diront, toute période de croissance économique, elle est précédée d'un investissement fort dans les transports. Et c'est pourquoi nous devons nous battre pour avoir et des LGV et des transports du quotidien. Et le Premier ministre l'a dit, il y aura dans le projet de loi de finances le maintien des investissements sur le territoire. On verra évidemment d'ici une dizaine de jours ce qu'il en sera. Claude Raynal, peut-être sur tout ce qui vient d'être dit et pour approfondir un peu les différents sujets, et notamment sur les compétences. Oui, moi je crois que le propos de Carole Delga est important. La question, c'est la clarté. Souvent, le mot de confiance est dit, mais derrière la confiance, il y a la clarté. Quel est l'objectif finalement que l'on se donne collectivement et quelle est la part que chacun doit prendre dans cet effort? Le premier point, cela a été rappelé par André Léniel, très justement, c'est que dans la période récente, ce sont les collectivités locales qui ont fait l'essentiel de l'effort. Voilà. Donc il faut que cette réalité soit prise en compte aujourd'hui. Et donc le débat sur les 13 milliards, c'est un débat qu'on doit avoir, de toute façon, pour que
personne autour de la table n'est inconscient sur le fait que collectivement nous devons trouver une solution à notre pays. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que les collectivités locales font partie du paysage. Que la question de savoir s'il faut plus d'investissement sur des politiques d'État ou des politiques locales, c'est évident également. Qu'il doit y avoir là-dessus une discussion et une accroche. Personne n'est pas trop tard. Mais par contre, dire d'entrée C10, avec un pourcentage d'ailleurs qui est faux, puisque c'est celui des APUL, c'est pas celui des collectivités territoriales, passons. C'est 3 de plus sans qu'on sache pourquoi. Sauf que 2 jours avant, il y avait la baisse de 3 milliards liée à l'impôt sur la fortune. On est obligé quelque part de se dire il y a des liens entre les choses. On est obligé. Voilà. Et donc il faut de la clarté. Et donc ce chiffre de 13 milliards, il n'est pas intangible, il doit être sur la table, il doit être discuté de manière à voir l'effort réel que doivent faire les collectivités locales et à quel rythme ça peut se faire. Ce premier débat étant fait, ensuite on peut rentrer sur les discussions techniques. Il y a des éléments que Jean-Claude Boulard a rappelés, bon, très bien, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Il y a le point de démarrage, c'est un point important. Important qui a été souligné tout à l'heure. Oui, mais ça va être un sujet. Le deuxième sujet qui est intéressant, c'est effectivement de dire on va prendre en compte la croissance naturelle des dépenses. C'est une évidence. Il faut que ça soit pris en compte. Et donc, faisons-le. Est-ce que ce sera une pente hors inflation, avec inflation, 1,2%, 1%, 1,1%, l'air de rien, 0,1% sur la durée, c'est important. Ça fait mal. Donc, regardons-le avec précision. C'est ouvert, on le regarde, mais maintenant, il faut avancer. Et il faut qu'on arrive effectivement à un résultat qui nous convienne tous. Enfin, on a des territoires qui se développent à des rythmes différents. Tout à l'heure, André a dit, si je suis obligé d'ouvrir une école, une crèche, etc., ce n'est pas vrai sur tous les territoires. Donc il faut tenir compte aussi d'un pouvoir qui tienne compte de la nécessité d'augmenter la dépense par rapport à certaines progressions de population. Tous ces sujets, évidemment, ne sont pas aujourd'hui traités et donc doivent être sur la table pour nous faire progresser collectivement. La clarté, Carole Delga a posé ce mot, c'est très important. La confiance, c'est un état d'esprit. La clarté, c'est des choses très précises. Et sur un point très précis qui était dans le manifeste que vous avez tous signé au mois de mars, il y avait le vœu d'une loi de financement des collectivités. Est-ce que ce vœu est un vœu pieux aujourd'hui ? Non, alors je crois qu'on peut en parler avec André à deux voix. Il y avait l'idée d'un projet de loi de financement des collectivités locales. Et je laisserai André faire une nuance qui me paraît extrêmement importante, car ce que nous souhaitons, d'un point de vue législatif, et dans une période, le président Boudincle l'a évoqué ce matin, où il y a une séparation des pouvoirs entre les élus locaux et le Parlement. Il est très important que l'on sorte d'un défaut parlementaire où les élus locaux avaient leur part de responsabilité quand ils étaient parlementaires, d'avoir des amendements de milieu de nuit au mois de décembre pour modifier à la marge, paraît-il, mais souvent de manière extrêmement forte, les textes pour faire bénéficier telle ou telle collectivité de tel ou tel avantage. Ça, il faut en sortir. Et si on peut passer par un projet de loi de finances spécifique pour les collectivités locales dans lequel tous ces éléments qui concernent les collectivités territoriales soient dans ce projet de loi, ce sera quelque chose d'important. Et je crois que ça, il faut être pour. Par contre, loi de financement, je laisse André peut-être en dire sur la loi de mots. financement, André Lenguel, est-ce que c'est imaginable, faisable ? Alors, il faut faire la différence, on va entrer un peu dans le détail, entre loi de finances et loi de financement. La loi de financement serait le parallèle avec celle qui existe pour la sécurité sociale. Je rappelle qu'elle est contraignante, ce qui n'est pas acceptable pour l'AMF et je pense pour l'ensemble des collectivités territoriales. Alors que la loi de finances, c'est le recueil de l'ensemble des articles de la loi de finances qui impactent directement ou indirectement les collectivités territoriales et qui permettent ainsi d'avoir un débat global sur le sort qu'on fait à nos collectivités territoriales. Je vais recevoir mardi les membres du gouvernement, puisque le CFL a le privilège d'entendre la loi de finances la veille du Conseil des ministres pour la partie qui concerne les collectivités locales. Mais comme d'habitude, on va nous donner les grandes lignes, mais on ne va pas forcément nous donner le détail des articles qui nous impactent. Et nous ressortons à chaque fois relativement insatisfaits parce qu'on n'a qu'une toute petite partie de la réalité qui s'imposera à nos collectivités. Donc oui à une loi de finances qui laisse la liberté aux collectivités territoriales, mais qui permet la transparence,
que nous appelons tous de nos vœux. J'ajoute qu'on pourrait en profiter aussi pour mettre en place juridiquement ce que j'appelle l'article 40. Vous savez que dans la Constitution, il y a un article 40 qui prévoit qu'aucune dépense ne peut être engagée s'il n'y a pas les recettes correspondantes. Eh bien, nous souhaitons collectivement que l'article 40 soit transposé aux collectivités locales, ce qui éviterait les dérives que nous connaissons. Je vous indique simplement que la moyenne des 5 dernières années en dépenses nouvelles qui nous ont été imposées, c'est 1 milliard par an. 1 milliard par an, qui est venu s'ajouter, bien entendu, aux baisses de moyens que nous avons eu à amortir. Donc c'est considérable. Et j'ai donc l'intention de mettre le CFL, le Comité des finances locales, au travail, je l'indiquerai mardi, sur la mise en œuvre d'une loi de finances et d'un article 40 au bénéfice des collectivités territoriales. Ça fera partie du programme de travail que je soumettrai au CFL mardi. Merci André Léniel. Jean-Claude Boulard, Oui, peut-être sur au départ, un résumé de tout cela, si vous Je voulez. fais une découverte. J'avais l'impression qu'on préférait l'idée d'arrêter la baisse des dotations. Je prends acte, moi je préfère. Certains ne préfèrent pas, et ont le souvenir de ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est une évolution. Prenons ça quand même. Après, comment ça va se faire, c'est autre chose, mais c'est une évolution intéressante. J'aurais aimé l'entendre, je ne l'ai pas entendu. C'est pour ça que je l'ai dit. N'oubliez pas ce qu'on a fait. Deuxièmement, je trouve que c'est bien un gouvernement qui annonce qu'il ne fera plus de dépenses à charge des collectivités locales. Je vous signale qu'on se prend en ce moment le transfert du PAX, des grèves vers nous, c'est très coûteux, c'est la majorité précédente. Je trouve qu'arrêter ce système entre les rythmes scolaires, on nous offre la possibilité de faire une économie, ou des opérations comme le PAX, c'est une réalité. Je trouve que c'est une évolution extrêmement intéressante. Après, il faudra être vigilant, mais je trouve qu'il y a un deuxième changement qui peut nous aider à faire des économies. Troisième élément, sur les collectivités locales, leur situation financière. Faites gaffe, parce qu'on est tous un peu excédentaires. Donc faites un peu attention. L'État est déficitaire. Notre drame dans le discussion, c'est qu'on est tous excédentaires. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Et deuxièmement, j'entends heureusement quelques maires ruraux qui disent, je ne le dis pas, mais les péréquations ont largement, plus que largement, atténué les baisses de dotation. Il y a aussi un moment de vérité. Bon, j'arrête des sénateurs dans 3 jours, je préfère ma ville, mais j'ai entendu pendant tout le débat des maires ruraux qui ont eu l'honnêteté de me dire, honnêtement, en matière de dotation, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Ça n'a pas été le cas des villes. Voilà aussi qu'on arrête d'opposer un peu trop les territoires. Voilà des éléments à mettre un peu sur la table. Il y a une volonté de discours de vérité. Et dernière chose, un débat sur les centres de loisirs, par exemple, où si aujourd'hui on allège un peu les normes, si au lieu d'avoir 6 personnes, ou je ne sais pas quelles sont les règles aujourd'hui, on dit il y a un encadrant de moins, on a, pour un produit qui est plutôt bien, il y a aussi probablement à discuter avec l'État, c'est une réalité. Dans le débat des normes, dans le débat des encadrements. Mais bon, ça a déjà été fait, ça. Oui, on peut continuer. Attendez, faiblement. On peut continuer. Moi, je préfère donner acte à son évolution de méthode, de partir à nouveau dans une critique. Je crois que c'est pas mal de se dire, on va bien voir, il y a quelques pistes d'évolution qui sont intéressantes, qui ne sont pas des garanties, mais qu'il est utile de tester. Voilà, c'est tout. J'ai parlé méthode. Alors, André Léniel répond à M. Goulard et après on va passer sur la taxe d'habitation en 2 mots, si vous voulez. J'aime beaucoup Jean-Claude et il le sait, mais comme il est habile, il nous parle de la méthode pour éviter de parler du fond. La méthode, si c'est une méthode de dialogue, personne ne peut être contre. Mais si le dialogue a pour objectif de nous faire avaler 13 milliards de baisse de nos moyens, alors excusez-moi de vous dire que la méthode n'a strictement aucune importance. Et donc ce qui est en débat, ce sont les 13 milliards. Ce qui est en débat, c'est le recul de l'autonomie fiscale des collectivités avec la suppression de la taxe d'habitation. Parce qu'on nous dit, moi j'ai noté très exactement ce qu'a dit sur le sujet le Premier ministre. Il a dit, elle est injuste. Illisible, injuste. Oui, je confirme. Mais on nous a déjà fait le même coup avec la taxe professionnelle. Elle était imbécile. Et je disais oui. Sauf qu'on l'a remplacée par plus imbécile encore. Car on n'est toujours pas sorti de l'ajustement des compensations pour celles qui ne sont pas gelées. Et on est dans la panade absolue en ce qui concerne, par exemple, la CVAE. Bien.
Donc, oui, bien sûr, c'est injuste, mais il y a des moyens de la rendre juste, sans la supprimer. C'est, par exemple, de réviser... Allez, deux pistes les de bases, réflexion. de réviser les bases locatives. Parce que ce qui rend particulièrement injuste aujourd'hui, ce sont les bases. Et si on décide de ne pas toucher aux bases, alors ça ne concernera plus que 20% de ceux qui payent la taxe d'habitation, que les bases continuent à être injustes. Mais ça concernera aussi tous ceux qui ont la taxe foncière, tous ceux qui ont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça continuera à être injuste sur des pans considérables, et pour certains, les 20%, n'est-ce pas, qui sont forcément des ultra-riches, c'est bien connu, ça continuera à peser. Donc, ce n'est pas la bonne méthode, ça n'est pas acceptable. Et quant à dire que parce que c'est un dégrèvement, ce serait gravé dans le marbre, c'est une plaisanterie. En 2000, lorsque la taxe d'habitation a été supprimée pour les régions, c'était un dégrèvement. Tout le monde a dit oh, bravo. En 2001, la loi de finances les a transformés en exonération et il n'en reste quasiment plus rien aujourd'hui. Donc, nous avons été instruits par l'exemple et nous ne sommes pas obligés d'être des croyants sans être sûrs que la foi suffise à nourrir nos esprits et surtout nos collectivités. Donc vous demandez au gouvernement quelque part de prendre sur temps sur cette question et d'avoir un retour d'expérience, peut-être lors du CNT, le Conseil national des territoires, éventuellement. Bien entendu, mais plutôt que de dire on supprime dès 2018 la taxe d'habitation, puisqu'on dit qu'il faut une réforme de la fiscalité, eh bien travaillons-y immédiatement pour la mettre en œuvre en 2019. Et ayons un an de moratoire qui nous permettra de travailler intelligemment. Je rappelle d'ailleurs que le comité des finances locales n'a pas attendu pour réfléchir sur le problème de la fiscalité, puisqu'il y avait eu une lettre de mission de Jean-Marc Ayrault au CFL, en ce qui me concerne au président du CFL, que j'ai fait travailler le CFL pendant 18 mois, que nous avons rendu une copie unanime au CFL sur les grandes orientations de ce que devrait être une réforme fiscale. Donc nous avons le matériau de base, on est parfaitement capable de se remettre au travail immédiatement et de faire des propositions au gouvernement. Donc nous sommes dans une démarche de proposition. Mais si on nous dit « Ah ben non, on vous supprime d'abord la taxe d'habitation, on vous supprime des libertés locales et après on discute », alors ça n'est pas acceptable. Carole Delga, ça faisait partie un petit peu des questions d'autonomie dont vous parliez tout à l'heure, mais on peut parler sur quelques mots, notamment sur la taxe d'habitation, si vous le voulez bien. Oui, déjà, il a été dit que les collectivités locales sont excédentaires. C'est la loi qui nous l'oblige. Monsieur Boulard vient de le dire. Non, mais il faut rappeler que les budgets des collectivités locales, ils doivent être quand même votés en équilibre et qu'on a cette obligation-là que n'a pas l'État. De plus, rappeler que quand on voit les analyses plus détaillées de la situation financière des collectivités locales, c'est quand même, on voit un autofinancement qui est en train de se dégrader et la reprise qui avait eu lieu l'année dernière sur l'investissement public risque fortement d'être érodée, rien qu'avec le signal de la suppression un peu qui s'est fait en catimini des 300 millions d'euros qui ont eu lieu. Alors, sur l'autonomie fiscale, on doit rappeler quand même que c'est un principe constitutionnel. Nous devons normalement, les collectivités locales, de par le principe de libre administration, pouvoir fixer nos recettes. Pour les régions, ce n'est plus le cas puisque ça a été en fait des différentes étapes de suppression de la fiscalité et on est en moyenne à 8%. C'est des taxes grises, c'est la taxe sur la carte grise que nous avons, c'est 8% de nos recettes sur lesquelles nous avons un pouvoir de décision. Donc, ce qui est arrivé aux régions, je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres structures du bloc communal ou du bloc départemental. Parce que nous avons une vraie problématique en France, c'est que nous pouvons aussi avoir une autonomie financière qui pourrait ne pas être une autonomie fiscale. Parce que si nous avons une garantie des dotations qui est au niveau constitutionnel, comme c'est le cas en Allemagne, à ce moment-là, nous avons une autonomie financière parce que chaque année, nous dépendons, nous sommes pieds et poings liés du vote du projet de loi de finances. Et là, nous ne pouvons pas continuer à enlever le pouvoir de décision de la fiscalité si en contrepartie, nous n'avons pas une garantie constitutionnelle. L'année dernière, on nous dit sur le PLF 2018 pour les régions, fraction de TVA qui compense la DGF et qui compense également le transfert de la compétence économie. Là, maintenant, on ne nous parle plus que juste de la DGF. Juste donner quand même un chiffre.
Entre 2014 et 2017, sur le budget de la région Occitanie, qui fait 3,4 milliards, c'est 135 millions d'euros de moins de DGF. Et si je cumule, c'est 300 millions d'euros de moins. Et mes prédécesseurs m'ont laissé une très bonne situation financière parce que nous avons voulu pouvoir être en capacité d'investir. Et malgré cela, on a fait des efforts. On ne peut pas dire que les collectivités locales ne sont pas en responsabilité. Les dépenses de fonctionnement de 2016 à 2017 ou de 2015 à 2016, elles ont augmenté d'1,5%. J'augmente mes dépenses de fonctionnement de 1,5% malgré la fusion, ce qui crée quand même une certaine réorganisation et parfois certaines complications, mais on l'a fait et on a contenu les dépenses de fonctionnement pour pouvoir plus investir, parce qu'on a besoin d'accompagner cette croissance. Donc l'autonomie fiscale, elle est indispensable en France, parce que nous n'avons pas une autonomie financière qui est garantie par la Constitution. Et donc moi je pense que la réforme de la taxe d'habitation, elle est vraiment elle est potentiellement dangereuse. Et ce qui a été cité au niveau de la taxe d'habitation des régions, c'est-à-dire on est passé d'un dégrèvement à une compensation en juste le vote d'une loi de finances. Il n'y a pas une pérennité dans ces décisions-là. Et c'est ce qui pose vraiment le problème de fond. La taxe d'habitation, le problème des fonds, c'est pas juste d'en exonérer, c'est de dire quelles sont les conditions d'imposition par rapport au foncier, par rapport à la valeur foncière. Et c'est vrai que c'est sur les bases que nous devons revoir. Une réforme avait été entamée aussi sur la DGF. Nous savons très bien qu'au niveau de la DGF, il y a une question vraiment qui est d'inéquité qui est très forte. Parce que nous devons prendre en compte avant tout pour la DGF le revenu par habitant des collectivités locales. Le vrai indicateur du besoin de l'intervention de la collectivité locale de la dépense, c'est le revenu par habitant, quelle que soit la strate. Parce que quand nous avons une population qui est assez paupérisée ou a un revenu par habitant faible, les collectivités locales, comme l'État d'ailleurs, doivent plus investir. C'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour les tarifs sociaux pour les transports en commun, c'est vrai pour le budget de la formation aussi. Donc la réforme de la taxe d'habitation, elle doit se faire à l'aune d'une réflexion plus large sur la relation entre l'imposition du foncier et le citoyen et les services qui sont amenés. On va amorcer une conclusion, si vous le voulez bien, parce que dans quelques minutes, on va appeler le président de l'AMF et Jean-Luc Moulenc à venir sur le pupitre ici pour conclure cette matinée. Tout à l'heure, le Premier ministre en a fait appel à l'esprit du maire, en quelque sorte. L'esprit du maire, c'est le consensus, c'est dépasser les clivages politiques. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forme de colère de la part d'ici de nombreux élus locaux. Est-ce qu'on peut dépasser cette colère pour aller vers cet esprit du maire ? Claude Raynal, si vous voulez bien commencer dans l'esprit de cette conclusion. Non, mais je n'entends rien qui serait hostile à cet esprit. Mais l'esprit du maire, c'est aussi l'esprit de la discussion, c'est-à-dire de la confrontation. Et évidemment, c'est de la confrontation que naît la lumière, d'une certaine façon. C'est certainement pas d'un consensus a priori. Il n'y a pas jamais de consensus a priori. Moi, sur l'histoire de la TH, j'en redis un mot simplement pour conclure sur ce sujet. Je comprends là-dessus André Léniel, mais autant il y a des sujets sur lesquels, je crois, le montant, par exemple, de la baisse je crois qu'il y a un débat qui va s'ouvrir. Autant sur la TH, il s'agit d'une promesse électorale. Je crois que, bon, voilà, le système est enclenché. Ce qui est important, c'est qu'à la sortie, il y a évidemment des conditions, des manières de le faire, etc., qui seront en débat, et tout va être dans les détails, nous le savons tous. Mais au-delà de ça, la question qui est fondamentale derrière, c'est qu'on va vers la suppression pure et simple de la TH. Voilà, ça c'est d'ailleurs quasiment été dit par le président de la République, et s'il ne l'avait pas dit, on le lui aurait dit. Pardon ? Dit ou assumé, selon vous ? Non, mais je crois que c'est clair. On ne peut pas maintenir 20% de gens qui payent une taxe. C'est impossible. Quand il y aura une première QPC, une première question constitutionnelle, ça va tomber immédiatement. Donc, d'ailleurs, le gouvernement s'y prépare. Il est déjà dans l'idée, effectivement, de remettre sur la table les sujets. Donc, c'est ça le débat. Donc, qu'il y ait une année
où on démarre, puisque c'est un engagement, politique pris devant les citoyens, moi je crois que ça ne bougera pas. Mais par contre, que l'on profite cette année pour tout de suite enclencher sur effectivement une réforme complète des recettes et des finances des collectivités locales et territoriales, il le faut absolument. Il ne faut pas perdre de temps et il faut savoir ensuite comment on gardera le lien avec les citoyens habitant notre commune. Donc il va falloir que sur tout ça, on ait une vision plus globale. Que ce soit entamé comme ça, on le regrette sans doute, mais c'est fait. Mais par contre, qu'on entame tout de suite le débat sur la suite. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que par ce dialogue, on peut diminuer la fracture territoriale? On a parlé tout à l'heure le Premier ministre, cette différence entre les métropoles et les autres territoires. Vous le sentez, vous, ce gap? Que je le sente ou pas, il y a des études sociologiques qui le disent. Donc, j'ai comment dire, un certain respect pour un certain nombre d'universitaires qui ont produit des éléments qui sont de nature, à minima, à nous faire réfléchir. Voilà. Que la question financière ne soit pas la totalité de la question, c'est aussi une autre certitude. C'est-à-dire que ce n'est pas une question purement de finances locales. Ça dépasse bien largement cette question-là. Mais cette fracture, oui, elle existe, oui, elle se ressent, oui, elle est traduite également dans les résultats électoraux, et ça, personne ne peut se dispenser d'une réflexion sur ce thème. Jean-Claude Boulard. Oui, là, à nouveau, je comprends le débat. On peut s'opposer à la réforme. Elle va avoir lieu. Parce que j'ai dit, elle va avoir lieu. Moi, j'ai dit, il faut qu'on essaye, qu'on obtienne le maximum de garanties. Je n'ai pas donné mon point de vue sur la réforme. On passe notre temps à des débattre ainsi. Je considère qu'aujourd'hui, la réforme aura lieu. Il vaut mieux qu'on se mobilise pour éviter, j'ai rappelé les principes dégrèvement, maintien du pouvoir des taux, richesse fiscale. Bon, voilà. Mais vous pensez que peut-être que vous allez réussir à faire reculer le gouvernement sur la taxe d'habitation, allez-y, on verra bien. Moi, je propose qu'on essaye de cadrer. Par contre, alors l'idée de s'embarquer sur le valeur locative de la taxe d'habitation, je rappelle, c'est nous qui avons bloqué depuis 30 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un impôt de répartition. Est-ce que vous allégez à un endroit, vous le répartissez sur d'autres, notamment sur le foncier bâti, des petits propriétaires? J'ai combattu cette réforme du temps de Fourcade, je ne regrette pas de l'avoir convaincu. Et je vous déconseille fortement de vous embarquer dans cette... Au moins là aussi, relisez nos textes et les raisons pour lesquelles on a bloqué. C'est hallucinant d'entendre des élus oublier ce qu'ils ont fait depuis 30 ans en matière de blocage. Troisième élément, c'est un oubli. L'année dernière, on s'est pris le VT. J'entends bien qu'on explique que le gouvernement refuse l'autonomie. Souvenons-nous ce qui est arrivé sur le VT dans le cadre de la majorité précédente. Et aujourd'hui, il y a une affaire CFE qui n'a pas été évoquée. Moi, je pensais qu'on l'évoquerait, mais ça, c'est très important. Il semble qu'il y ait une perspective d'exonération de la CFE, où là, il faut réintégrer dans notre idée plutôt une loi de finances sur les collectivités locales pour qu'on évite chaque année de se prendre dans le secteur sectoriel des allègements, des exonérations, que ce soit global. Moi, je me souviens de ce qu'on a eu sur le VT. J'aimerais qu'on le rappelle un peu de temps en temps aussi. C'est cette idée qui consiste à critiquer en permanence ceux qui gouvernent, en oubliant ce qu'on a fait, c'est ce qui nous fait perdre du crédit en termes d'opinion. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils ont fait ça, ils passent leur temps à critiquer ceux qui arrivent. Je vous jure que si on veut retrouver un peu de crédit, il faut peut-être qu'on oublie moins ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas critiqué ou ce qu'on aurait dû critiquer. Voilà, c'est les éléments. Je termine sur le sujet. Je trouve qu'un gouvernement qui nous propose des économies de fonctionnement, c'est plutôt bien. Calculer, moi, dans l'affaire des rythmes scolaires, c'est nous qui payons. Attendez, on arrête ces systèmes où M. Payon nous faisait payer. Moi, j'ai combattu cette affaire-là. J'ai calculé les économies que ça représentait. Ce n'est pas négligeable en 2018. Donc, j'ai des possibilités d'allègement de dépenses sans réduction du taux d'intervention. Il faut qu'on prenne à bras-le-corps les possibilités qui sont offertes d'un certain nombre de baisses, effectivement, de fonctionnement. Après, on verra. Désolé, mon cher Jean-Claude, mais les enfants ne sont pas un agrégat comptable pour moi. Je ne considère pas que passer éventuellement à 4 jours soit un progrès. Je pense au contraire que c'est une grave régression. Donc, vraiment, considérer que c'est une source d'économie, quand elle est faite sur le dos des enfants, en tout cas tel que je constate les études scientifiques qui ont été menées sur les rythmes de l'enfant, c'est un argument que je ne saurais recevoir ni accepter.
Sur le fond, à nouveau, on nous parle taxe d'habitation, on nous dit c'est un engagement de campagne. Alors j'espère qu'immédiatement le président va revenir à 10 milliards. Parce que l'engagement de campagne du président, c'était 10 milliards, pas 13. Ce qui ne veut pas dire que je serais d'accord avec 10. Mais au moins, on négocierait à partir d'une base déjà plus modérée. Donc, arrêtons de nous opposer les engagements de campagne quand c'est à sens unique. Tu demandes de la cohérence, amicalement, je t'en demande aussi. Pour le reste, nous sommes prêts à tout débattre, mais à condition qu'on ne nous mette pas devant le fait accompli. Quand on nous dit vous venez débattre, mais c'est 13 milliards, et ça, c'est pas discutable. Non. Et moi, je ne considère pas, même sur la suppression de la taxe d'habitation, que tant que le Parlement ne s'est pas exprimé, et tant que le Conseil constitutionnel n'a pas validé, que la bataille soit perdue. Tant que ça n'est pas promulgué, moi, je continuerai à me battre pour que la taxe d'habitation ne soit pas, dans les conditions actuelles, supprimée d'un trait de plume qui figera les inégalités. On nous dit que c'est totalement inégalitaire, mais ce qu'on nous propose, c'est de rembourser par dégrèvement aux collectivités territoriales sur la base des extraordinaires inégalités qui aujourd'hui sont le prétexte à la suppression. Geler des inégalités, ça ne me paraît pas un progrès dans la justice. Donc, non, ça n'est pas acceptable. André Lenguel, vous battre, ça passe par quels moyens? D'abord, j'espère qu'on aura le débat, qu'on pourra convaincre beaucoup de parlementaires. La naïveté n'est pas forcément ma qualité première. Mais, en tout cas, il faut faire la démarche. Et puis, je pense qu'il sera nécessaire, sur la taxe d'habitation, de saisir le Conseil constitutionnel. Parce que je considère qu'il y a une atteinte forte à la libre administration, à la liberté fiscale, à l'égalité entre contribuables et à l'égalité entre collectivités territoriales. Eh bien, on mènera ce combat. Et puis après, écoutez, il se peut qu'on les perde, mais en tout cas, nous n'aurons aucun regret d'avoir défendu jusqu'au bout ce que nous croyons juste pour nos collectivités territoriales. Et après, on discutera, alors, effectivement, du détail. Mais d'abord, on est sur les principes avant de se noyer dans les détails. Qu'on entende bien. Donc il y a eu la taxe d'habitation. On a beaucoup parlé aussi de ce qui a agité pendant cet été, les contrats aidés. Le Premier ministre en a touché un mot tout à l'heure. C'est aussi quelque chose de très important. Peut-être une goutte d'eau qui a fait un petit peu déborder le vase de la colère, André Lenguel? Oui, bien sûr. Mais enfin, quand on dit il engage des économies de fonctionnement, mais il engage aussi d'extraordinaires dépenses de fonctionnement. J'ai entendu le Premier ministre tout à l'heure dire il n'est pas normal que ce soit l'État qui paie pour des contrats aidés qui peuvent servir sur des emplois pérennes. Ça veut dire qu'il renvoie aux collectivités territoriales le coût des emplois aidés qu'il cessera de financer. Et dans le même temps, bien entendu, on nous expliquera que les collectivités territoriales sont dispendieuses, qu'elles dépensent tout, et surtout en matière de personnel. Je veux dire, on est dans une contradiction fondamentale. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je peux ajouter à cela, je veux dire, je vais prendre, le précédent débat était sur le logement social. Si on touche au logement social tel qu'aujourd'hui on nous l'indique, c'est-à-dire que pour compenser les baisses d'APL, on va supprimer des crédits pour les bailleurs sociaux. Mais vers qui les bailleurs sociaux vont se tourner, à votre avis? Vers les collectivités territoriales? On va nous demander de faire encore plus de réseaux à l'intérieur des lotissements, de faire que ça soit quasiment systématiquement des terrains gratuits qui soient mis à disposition des bailleurs sociaux. Il y aura une répercussion considérable et bien au-delà des pseudo-économies qui étaient évoquées il y a quelques instants. Donc méfions-nous parce que derrière une apparente stabilité, il y a d'ores et déjà d'engager des ricochets qui risquent de toucher brutalement chacune de nos collectivités territoriales. Carole Delga, en quelques mots, pour conclure cette table ronde avant évidemment la prise de parole de François Baroin et Jean-Luc Moudenc, s'il vous plaît. Je pense que là, dans le cadre de ces débats, nous avons pu démontrer que tout le monde souhaite travailler en partenariat avec le gouvernement. Mais nous voulons être dans une démarche qui est constructive, mais où il y a un respect dans les deux sens. Je pense qu'en effet, et je partage ce que dit Jean-Claude Boulard, c'est qu'on ne peut pas être dans des critiques systématiques. L'État de la France, également dans l'état du monde actuel, demande à avoir une responsabilité, une cohésion. Mais être responsable, travailler en partenariat, ce n'est pas être dans la béatitude, c'est ne pas être subjugué. Clairement,
quand on nous indique que dans la campagne, c'est moins 10 milliards pour les collectivités locales, certains d'entre nous n'étaient pas d'accord dans le cadre de cette campagne. Le soir du premier tour, nous avons été tous en responsabilité pour la présidentielle, parce que nous savions que c'était l'enjeu de la France, de notre République qui était là. Après que d'un seul coup, il y a 30% d'augmentation en 72 heures, je trouve que ce n'est pas respectueux. Qu'il y ait moins 300 millions et qu'on ose dire que c'est parce que les crédits n'avaient pas été engagés. Vous connaissez en effet la vie politique depuis plus longtemps que moi, M. Boulard, mais vous savez très bien qu'une année d'élection présidentielle, les préfets ne sollicitent les projets communaux ou intercommunaux qu'à l'issue des élections législatives. C'est-à-dire les maires, les présidents d'intercommunalité ont été sollicités fin juin, alors que bien entendu que la part du FSIL n'était pas engagée. Donc nous devons être dans cet aspect partenarial. Mais les collectivités locales, au XXIe siècle, sont un pilier de notre République et également de la croissance de notre pays. Et nous devons prendre en compte ce fait-là. Nous devons avoir une France encore plus décentralisatrice. Et l'État doit s'appuyer sur les collectivités locales. Et ce partenariat, il n'est possible que s'il y a de la clarté et que s'il y a du respect. Et c'est ainsi que nous pourrons le bâtir. Moi, je pense que le XXIe siècle, c'est la République des territoires. C'est à travers la reconnaissance des spécificités territoriales, c'est à travers un plus de pouvoir pour nos territoires qu'on construit la République une et indivisible. Nous avons cette maturité politique au XXIe siècle et nous devons démontrer la modernité de la politique, non pas en opposant l'ancien monde et le nouveau, mais par des actions concrètes qui reconnaissent une capacité d'initiative, qui reconnaissent la responsabilité, le sérieux, l'engagement des collectivités locales, avec l'État et pas dans une vision hégémoniste ou centralisatrice. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vous demande juste de rester quelques minutes sur la scène. Ce débat sera évidemment diffusé sur l'antenne de Public Sénat. Je vais appeler Jean-Luc Moudenc et le président de l'AMF, François Baroin, à bien venir me rejoindre ici pour prendre la parole. François Baroin, si vous voulez bien vous exprimer, je vous cède le micro. François Baroin, vous avez entendu ce qu'a dit le Premier ministre, bien évidemment. Jean-Luc Moudenc, je vous demande de vous asseoir à mes côtés. Pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit ce matin, on demande de la cohérence, on demande du débat, et vous aviez demandé un moratoire il y a peu de temps au moment du Conseil national des territoires. Quand vous entendez tout ce qui a été dit ce matin, est-ce que tout cela va dans le bon sens selon vous ? D'abord, je voudrais remercier France Urbaine de son invitation, dire à toutes et à tous que nous sommes très heureux de travailler main dans la main. Je pense que la France a besoin de métropoles fortes, a besoin de structures intercommunales puissantes, a besoin de territoires qui s'équilibrent. Et de ce point de vue, cette initiative est remarquable. Je voudrais dire que la table ronde à laquelle nous avons assisté avec des gens très compétents, je connaissais peu Madame la Présidente Delga, j'ai beaucoup apprécié à la fois son engagement, son implication et je me suis reconnu. Même si, chacun le sait, nous ne sommes pas toujours sur les grandes orientations d'avenir du pays en phase et nous avons nos engagements, mais c'est aussi la force de nos territoires de pouvoir laisser au vestiaire nos engagements militants et de se mettre autour de la table pour imaginer, définir ensemble ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Et je dois dire que j'ai entendu beaucoup de choses qui vont dans la direction, au fond, de notre ressenti. L'élection présidentielle est passée. Le président Emmanuel Macron a été élu. Il a été élu sur la base d'un programme, il a été élu dans les circonstances que nous savons, et nous n'avons aucun a priori, sous aucune forme que ce soit. Nous étions dans une forme d'impatience plutôt positive et très intéressés à l'idée selon laquelle, par ses propos pris dans les engagements de la campagne, puis au lendemain de son installation, il avait fait sien quelques propos, quelques cadres généraux de méthode de travail. Pourquoi nous étions impatients à l'idée de cette conférence nationale des territoires? Parce que nous avons subi, comme l'ont dit les orateurs dans cette table ronde, 3 années d'une altération en profondeur de la qualité des liens qui doivent exister entre l'État et les collectivités territoriales. Chacun le sait, au lendemain du départ de Jean-Marc Ayrault de Matignon, les négociations avec Bruxelles se sont engagées et au fond la France, Paris, a négocié avec Bruxelles 2 choses. On va faire des économies et on va vous dire on va les faire. On va les faire sur les collectivités locales et ça va passer par 2 voies. 1, un grand chantier sur les grandes régions. 2, une organisation globale avec une saignée de 11 milliards. Aucun dialogue, aucune discussion,
On est au pied du mur de nos responsabilités sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas et avec un calendrier qui a été intenable. Nous avons alerté les uns et les autres, quelle que soit la taille de nos communes, quelles que soient les structures que nous portons, sur le risque majeur pour l'effondrement de l'investissement public et donc pour la croissance du pays. Et ce qui s'est passé est arrivé. Il y a eu une amélioration du solde, c'est incontestable. Il y a eu des efforts indiscutables, mais il y a eu une chute libre de l'investissement public de 25% en 3 ans. 10% d'investissement public dans un modèle économique pour notre pays, c'est 0,2 points de croissance. La France a 0,6 à 0,8 points de croissance en moins par rapport à la moyenne de la zone euro au cours de l'année passée. Vous les trouvez là pour partie. Pourquoi? Parce que la commande publique que nous lançons, quelle que soit la taille de la commune, ça tient les TPE, ça tient les PME, ça tient le bâtiment, ça tient l'artisanat, ça tient les travaux publics, ça tient tous ces territoires. Et donc le réflexe des maires, des collectivités territoriales, ça a été de mettre le pied sur le frein de l'investissement, et donc ça a eu des conséquences économiques. Donc cette période passée, qui a obtenu un mouvement, puisque François Hollande, président de la République à l'époque, était venu pour amputer de moitié l'effort qu'il nous avait demandé, parce qu'il avait bien mesuré le risque dramatique qui était en train de se dérouler sous ses yeux dans nos territoires. Il y a eu quand même cette mobilisation, et la mobilisation a eu son effet. Maintenant, la Conférence nationale des territoires, c'était une idée que nous voulions, et nous avons été heureux qu'elle se tienne. Et nous étions heureux de la préparation, je le dis franchement. La phrase que je vais formuler n'est pas de la mienne, elle est d'un élu qui a parlé d'un été meurtrier. Pourquoi? Parce que comme l'a dit la présidente Delga, Emmanuel Macron s'est engagé sur 10 milliards, ce qui est trop tant qu'on n'a pas la définition globale. Mais il annonce le jour même de l'ouverture de la Conférence nationale des territoires qu'on passe de 10 à 13. C'est pas rien, c'est même considérable. C'est 30% en plus avec l'impact que nous savons sur l'investissement. Le lendemain de la fermeture de la Conférence nationale des territoires, où nous avons salué positivement cette initiative, on apprend en effet le surgel. L'État, et j'ai été ministre du budget, le surgel, il arrive toujours à cette période, sauf que précisément le surgel des 300 millions, il a touché sur la DETR, et il s'est additionné avec la suppression de la réserve parlementaire, dont dans l'inconscient collectif, on considère que les parlementaires ont une enveloppe et qu'ils la filent à leurs copains pour avoir du prosélytisme électoral, alors que c'est une ligne budgétaire qui est votée dans la loi de finances pour accompagner les investissements pour les communes qui n'en ont plus. Donc l'addition des deux a créé une deuxième lame de rasoir au moment où tout le monde était déjà bien rasé et était présentable pour un été qui devait être apaisé. Et à la sortie de l'été, on se retrouve avec l'annonce sur la question des emplois aidés. Le débat n'est pas pour ou contre les emplois aidés. Personne de sérieux, de responsable, d'expérimenté sur un territoire en période de chômage de masse ne peut contester l'utilité des emplois aidés qui sont l'ultime levier d'insertion pour des personnes qui ont ouvert toutes les portes et qui se les sont vues fermées au nez. Donc ce n'est pas le débat. Le débat, c'est la méthode. Je parlais de gouttes d'eau tout à l'heure. Non, mais nous sortons d'une période où l'État, le gouvernement précédent, et singulièrement le président de la République, François Hollande, et il me semble qu'il y a quand même des gens qui sont actuellement en responsabilité, qui ont participé à cette politique publique précédente, a été le gouvernement qui a le plus incité les communes à faire des emplois aidés, justement à cause de la fameuse courbe du chômage. Donc il n'y a jamais eu autant de blocs financiers, il n'y a jamais eu autant de préfets qui ont appelé les élus pour leur dire prenez-en, prenez-en, prenez-en. Et du jour au lendemain, on nous dit vous allez plus en prendre, et si vous voulez les prendre, vous les prenez plein pot. Et de l'autre, on dit vous allez augmenter votre coût de fonctionnement, et donc c'est scandaleux, et donc vous allez faire des économies. Voilà, comme l'a dit André Léniel très justement, comme souvent d'ailleurs, et très courageusement, comme toujours d'ailleurs, il a mis le doigt sur la réalité de la schizophrénie. Donc au fond, nous avons un gros regret à la sortie de cet été. Nous ne sommes pas dans une logique de défiance ou de méfiance, nous sommes dans une logique d'écrire ensemble ce pacte de confiance. Mais un pacte, juridiquement, c'est deux partenaires à égal niveau qui écrivent ensemble le cadre général du contrat. Il y a des drafts, il y a des textes qui sont martyrs, et puis à la fin, il y a une conclusion. Et donc là, nous sommes au début d'un processus, d'une reconquête, d'une volonté de dialogue. Il y a beaucoup de bonne volonté. Personne de sérieux en France n'imagine trouver un maire qui ne souhaite pas apporter sa contribution à l'assainissement des finances publiques pour que le pays aille mieux, mais personne ne peut non plus remettre en cause notre Constitution, la libre administration des collectivités territoriales et le cadre général sur lequel il y a 2-3 sujets en effet, les dotations, les emplois aidés, oui. Ils ont trouvé des solutions. Pour préparer la rentrée scolaire, il faut quand même qu'on écrive la suite. Et enfin, troisième élément, la question de la taxe d'habitation. Beaucoup a été dit. Je n'y reviens pas, sauf si vous le souhaitez. Simplement, peut-être, pour revenir un peu sur ce qu'a dit le Premier ministre, il n'y aura pas de baisse en 2018 du concours financier au territoire. Est-ce que vous estimez que c'est un premier pas de dialogue après ce que vous avez appelé cet été meurtrier? Je pense que le discours ce matin du Premier ministre, qui sera probablement confirmé par le ministre des Comptes publics, a intégré aussi notre mobilisation collective d'il y a une quinzaine de jours sur tous ces sujets. L'approche est
déjà plus respectueuse. Je le dis aussi, nous ne voulons plus entendre les discours sur « il y a trop d'élus » ou on est clientéliste. Les discours sur « il y a trop d'élus », c'est poser la question de savoir s'il y a trop de bénévoles. Est-ce qu'il y a trop de bénévoles dans les associations? Est-ce qu'il y a trop de bénévoles pour aider les personnes âgées? Est-ce qu'il y a trop de bénévoles dans les crèches pour rendre des services? Est-ce qu'il y a trop de bénévoles dans le milieu sportif? Ben, c'est la même chose. Voilà. Et nous ne voulons plus non plus entendre les discours sur les emplois aidés, c'est pour faire du clientélisme, pour ensuite avoir des agents électoraux pour renouveler son mandat. Ça, on n'en veut plus. Donc l'approche, elle est, me semble-t-il, plus positive. Elle intègre nos messages de ce début d'année et elle fixe une direction sur laquelle on va avoir des débats. Je suis assez d'accord qu'il semble assez logique que le nouveau pouvoir, légitime et incontestablement légitime, s'appuie sur les engagements pris devant les Français pour les mettre en application. Donc le gouvernement souhaite mettre un terme sur la question de la taxe d'habitation. Je pense qu'il faudra quand même lever la contradiction, c'est comment c'est injuste pour 80% et donc on le supprime, et que ça reste injuste mais on le maintient pour les 20% restants. J'ajoute que c'est une grosse concentration sur les 20% restants. Deuxième élément, le gouvernement a bien compris le risque constitutionnel. Donc il va sur le chemin du dégrèvement, sauf que c'est plein pot financièrement pour l'État, puisque c'est 10 milliards. Et si vous ne faites pas de dégrèvement, vous avez un autre risque constitutionnel qui est de ne pas respecter la référence des 60,8% des recettes propres que la garantie confère aux collectivités territoriales. Donc de toute façon, il y a un chemin constitutionnel qui est assez étroit sur cette problématique des taxes d'habitation. Mais nous attendons le débat. Il se trouve que le Congrès des maires de France, qui sera le 100e de l'édition, se tiendra au cours du débat de la loi de finances. Je pense qu'il serait utile que nous formulions nous-mêmes des propositions ou des contre-propositions d'une idée d'une fiscalité locale, peut-être en faisant du benchmarking et regarder un peu ce qui se passe ailleurs, y compris dans des États de nature fédérale, sans que nous allions naturellement sur ce terrain, pour imaginer conserver quelque chose qui est essentiel du lien entre la personne qui vit dans un territoire, qui paye une contribution et qui bénéficie des services publics. Voilà. Et ça, il faut l'imaginer et le travailler ensemble. J'ai deux questions, François Baroin. André Lenguel parlait de saisir le Conseil constitutionnel. C'est quelque chose que vous, président de l'AMF, vous êtes prêt à faire? Je l'ai déjà fait comme président de l'AMF, mandaté par les instances transpartisanes de notre structure. Je rappelle qu'il y a tout le monde à l'intérieur et je l'ai fait par la voie juridique qu'on appelle la petite porte il y a 2 ans sur cette problématique. L'article qui précise la libre administration des collectivités territoriales a été, au fond, enrichi, entre guillemets, parce que ça c'est très subjectif aussi, par un codicile qui crée la stabilité de la jurisprudence constitutionnelle sur ce sujet, c'est la libre administration dans les conditions fixées par la loi. Nous avons alerté et nous savons que le Conseil constitutionnel est chaque année un peu plus vigilant sur le désengagement de l'État dans la garantie des recettes propres. Il est incontestable que sur ces sujets, nous allons travailler. La voie la plus sûre pour la saisine du Conseil constitutionnel, c'est de trouver les parlementaires relais qui saisiront eux-mêmes. Je ne doute pas que plusieurs groupes le formuleront. Ils le formuleront sur la taxe d'habitation, peut-être, et sur l'affaire des dotations, puisqu'il y a une annonce de stabilité pour 2018, et il y a l'annonce d'une contractualisation avec les 220, 229, 249, on ne sait pas encore, ou les 320, ou 329, ou 349 grandes collectivités territoriales. Là aussi, il faudra regarder le chemin juridiquement stable qui garantisse l'équité des territoires sur le plan fiscal. Donc, ce sont des chantiers c'est à réfléchir immenses. dans les prochaines semaines, en tout cas. On va regarder le débat. Bien sûr. On ne crie pas avant d'avoir mal. On a eu mal, on a crié. On est pour partie entendu. Le Premier ministre, je pense, dans son discours, dans sa tonalité et dans les mesures qui sont formulées, qui seront présentées au CFL la semaine prochaine et aux parlementaires des commissions des finances à l'Assemblée et au Sénat, le mercredi de la présentation au Conseil des ministres de cette loi de finances, fixera un cadre et puis on va discuter. Nous allons nous appuyer sur les parlementaires. L'autre élément nouveau aussi de cette nouvelle législature, c'est que pour la première fois, vous n'aurez plus des gens en biresponsabilité. Vous aurez soit des parlementaires, soit des élus locaux, mais vous n'aurez plus des gens qui incarneront la défense de leur territoire devant la représentation nationale. Il va falloir là aussi imaginer, créer, organiser des structures. Monsieur Reynal fait ça évidemment très bien au Sénat. La structure de la délégation des collectivités territoriales n'existe pas à l'Assemblée nationale. Nous avons formulé au nom de l'AMF la demande d'une constitution immédiate statutaire d'une délégation institutionnalisée aux collectivités territoriales pour qu'on ait un interlocuteur permanent sur tous ces sujets qui conditionnent pas l'avenir des maires, pas l'avenir des conseillers départementaux, pas l'avenir des régions, l'avenir des gens.
C'est le coin de la rue qui se décide lorsqu'il y a ces grands enjeux financiers qui sont discutés à l'Assemblée et au Sénat. Pour information, Gérald Darmanin va pas tarder à arriver. Hein. Il est encore en rendez-vous avec le Premier ministre, mais il ne va pas tarder à arriver, ce qui nous laisse encore un petit peu de temps. Justement, je vous parlais tout à l'heure de propositions que vous pourriez formuler ensemble. C'est quelque chose d'important parce qu'on est dans une séquence de dialogue, besoin de discussion et de dialogue. Quelle forme pourraient prendre ces propositions? Est-ce que vous êtes amené à les formuler au moment où il y aura le Congrès des maires de France? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, si vous le savez déjà? Nous avons rassemblé toutes les associations de ce qu'on appelle le bloc local et nous avons commencé à définir une méthode de travail, fixer des objectifs et l'inscrire dans un calendrier. Sur cette question de la taxe d'habitation, nous pensons que le CFL est le mieux armé pour formuler des propositions et nous allons essayer de les mettre dans le débat avant le Congrès des maires de France qui se tiendra dans la 3e semaine de novembre. Donc entre début octobre, début de la session après la présentation de la loi de finances et la montée en puissance, nous formulerons des propositions concrètes. François Baroin, vous restez avec nous bien évidemment. Jean-Luc Moudenc, pouvez peut-être envisager une petite conclusion sur tout ce qui a été dit cette matinée de débat très importante. On a parlé du logement, on a parlé bien évidemment des finances pendant un long moment et le Premier ministre est venu s'exprimer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? François Baroin, on va vous donner le micro. Ce qui ressort des débats, c'est d'abord l'extrême sensibilité des élus locaux que nous sommes. Nous sommes depuis des années ballottés dans des changements qu'on n'a pas toujours choisis, avec des sujets importants qui impactent directement notre action. Et ce que je retiens aussi, c'est que, arrivé à mi-mandat, le désir de stabilité qui est plutôt le nôtre est encore plus fort. Le discours du Premier ministre, c'est ce qu'a dit François Baroin à l'instant, a été plutôt rassurant quant aux orientations sur les sujets qui nous ont beaucoup préoccupés, à savoir la taxe d'habitation et les fameux 13 milliards. Pour autant, et le débat qui vient d'avoir lieu l'a dit et bien dit, le diable est dans les détails. Et donc les orientations orales, que ce soit à travers le discours du Premier ministre aujourd'hui, les discours des ministres qui vont se succéder, les groupes de travail qui, c'est vrai, se sont déroulés dans une ambiance plutôt positive entre les associations d'élus et les représentants de l'exécutif depuis 3 semaines, tout ça va dans le bon sens. Mais on a bien compris que nous avions la foi du charbonnier. Et qu'en la matière, nous voulons voir les choses dites devenir écrites et gravées dans le marbre. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons pleinement rassurés. Ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, nous fermerons les yeux et nous baisserons les bras. Car nous savons bien qu'un PLF, c'est un PLF. Et qu'il y a l'année d'après, et qu'il y a les années d'après. Donc je crois que chacun a compris que nous étions extrêmement vigilants. Sur les questions du logement, bien évidemment, nous sommes aux premières loges, puisque souvent, nos concitoyens, quand ils sont à la recherche du logement social, ils viennent d'abord vers leurs maires, vers leurs élus locaux. Et c'est vrai que nous allons être très attentifs aux annonces de ce jour pour voir comment un discours qui, personnellement, m'apparaît à ce stade contradictoire, peut s'équilibrer. Contradictoire. D'un côté, on dit il faut que les loyers baissent. Qui peut être contre la baisse des loyers pour les Français les plus en difficulté qui sont dans le logement social? Pas grand monde. Mais en même temps, on dit, et il faut le dire, il faut développer le logement social, nous devons créer du logement social. Et nous adhérons tout à fait à cette vision des choses. Simplement, pour développer le logement social, il faut des moyens, et notamment des moyens financiers. Comment demander aux bailleurs de baisser leurs ressources au profit de leurs locataires et en même temps de doper leurs investissements pour créer davantage de logements sociaux? Il y a là un risque de contradiction et donc nous allons être très attentifs aujourd'hui pour savoir comment le gouvernement résout la contradiction et assure l'équilibre entre les deux. Ensuite, je crois que ça a été dit par les collègues qui, ce matin, se sont exprimés parce qu'ils suivent davantage les questions de logement social au titre de France urbaine. Nous sommes prêts à exercer des responsabilités renforcées en matière d'aide à la pierre. Nous pensons que
la méthode décentralisatrice, là aussi, est la bonne méthode, mais là aussi, attention, nous serons attentifs aux conditions dans lesquelles tout ça se fera, pour une raison très simple. C'est qu'en matière d'aide à la pierre, il y a ce que fait l'État, il y a ce qui est décentralisé, mais il y a déjà beaucoup de financements que nous apportons par nous-mêmes et qui pèsent beaucoup. Et donc, là aussi, soyons extrêmement vigilants sur les modalités. C'est dans les modalités qu'en réalité se joue soit la confirmation d'une volonté politique, soit son délitement. Jean-Luc Moudenc, on peut éventuellement parler un petit peu en détail des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, en tout cas des ébauches d'annonces avant le projet de loi de finances, bien évidemment. Il a parlé de bon sens budgétaire, il a expliqué également qu'il y avait le pari de la confiance. Ce pari de la confiance, on sent bien qu'après la colère des élus, et M. Baroin, vous en êtes un témoin principal, il y a un problème entre vous, les territoires, ceux que vous représentez, les territoires, et le gouvernement. Comment aujourd'hui on dépasse cette colère ? D'abord, je crois que François l'a bien résumé. On a vécu 2 saisons. La saison 1, sous le quinquennat précédent, où la brutalité des décisions unilatérales s'est abattue sur nous avec une baisse drastique de moyens que nous n'avions jamais connue. Et puis il y a la saison 2, qui est le temps de la nouvelle présidence qui commence, avec de bonnes intentions affichées, mais des faits qui sont venus contrarier et contredire les bonnes intentions. Donc nous abordons l'automne et donc la temporalité de la fabrication de la loi de finances avec des sentiments un peu partagés. On peut tout de même nous comprendre et donc c'est vrai, nous sommes devenus extrêmement vigilants, extrêmement sensibles et ce n'est que par, je dirais, des faits corroborés, cohérents, par une conformité des actes par rapport au discours, que la confiance que moi je souhaite, parce que nous, les maires, les présidents d'intercommunalité, on aspire qu'à une chose, c'est travailler normalement et dans de bonnes conditions avec le gouvernement. Donc ce n'est qu'à cette condition-là que la confiance sera au rendez-vous. Des faits, des actes. Merci Jean-Luc Moudenc. Pour information, la salle vous applaudir, bien évidemment. Gérald Darmanin a été retenu un petit peu à Matignon. Il viendra en début d'après-midi pour s'exprimer ici par rapport exactement à tout ce qui a été dit ce matin par le Premier ministre et peut-être éventuellement faire quelques annonces. Nous avons, ce matin, un Premier ministre a fait un discours, me semble-t-il, très important pour l'intégralité des élus et particulièrement des élus de France-Urbaine. Je voudrais d'abord, en tout premier, remercier Jean-Luc Moudenc, qui est un petit peu aussi mon président, et c'est un peu mon association, parce que comme vous le savez, voilà encore quelques jours, j'ai été élu d'une grande ville et qui salue le travail très important de Jean-Luc et de toutes ses équipes. Sur la fiscalité, et la fiscalité particulièrement écologique, l'idée est une idée assez simple que celle du président de la République et du Premier ministre, sous le couvert du ministre d'État Nicolas Hulot. Ce n'est pas une fiscalité qui est là pour embêter, c'est une fiscalité qui est là pour transformer. Et parmi les transformations, il faut éviter à la fois qu'elle touche le monde économique et à ce titre, l'augmentation du prix du diesel ne touchera pas la plus grande partie de ceux qui, par leur fruit de leur travail, je pense aux transporteurs, les taxis, les agriculteurs, dont on ne connaîtra pas cette augmentation, mais en même temps qui doit lutter très fortement contre un moyen de locomotion qui nous a malheureusement posé un certain nombre de problèmes, notamment dans les très grandes communes. Je parle des très grandes métropoles et sur des pics de pollution qui sont nés des particules fines. Et l'idée, c'est vraiment que l'argent qui vient de cette fiscalité écologique, dont j'imagine que Sébastien vous a parlé, permettra de financer les primes à la conversion très importantes, les chèques énergie que nous allons généraliser et l'accompagnement des élus locaux dans la transformation de leur territoire et particulièrement dans la transformation écologique de leur territoire. Gérald Darmanin, le Premier ministre ce matin dans son discours nous a annoncé ici qu'il n'y aurait pas donc de baisse des dotations pour 2018. Il a parlé d'une augmentation globale de plus de 384 millions d'euros. Pouvez-vous préciser la démarche ? Alors c'est une démarche nouvelle puisque depuis 2011, les dotations baissaient et parfois elles baissaient à un rythme extrêmement important. Chaque élu pouvait le constater. Quand on parle de dotation, on parle bien sûr de la DGF, à l'intérieur de la DGF, de la DSU et la DSR, mais aussi de toutes les dotations. Donc ce qu'a précisé le Premier ministre ce matin, c'est que l'intégralité des transferts aux collectivités locales,
qui sont en général sous l'égide du ministère de l'Intérieur, du ministre d'État Gérard Collomb, effectivement, va augmenter, alors de peu, mais va augmenter, puisque 400 millions, c'est une somme importante, bien sûr, pour les Français, mais assez modeste, il faut bien l'avouer, sur la masse globale des dotations. Mais c'est la première fois que nous reprenons, depuis 2011, une ascension des crédits pour les collectivités locales. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a plusieurs enveloppes, sans trop les détailler ici. La DETR sera maintenue, alors que l'année dernière, le milliard de DETR qui était inscrit au budget était tout à fait exceptionnel et ça avait été présenté comme mesure qui n'était pas pérenne. La DSIL sera évidemment maintenue au même niveau. Tout ce qui concerne la politique de la ville, et je mets à part l'ANRU qui va connaître un doublement des crédits, comme l'a évoqué le président de la République, de 5 à 10 milliards, sera maintenu, voire augmenté. Et, je crois que la stratégie logement a été et va continuer à être présentée, et notamment l'augmentation, la multiplication par 2 des crédits pour la politique de rénovation urbaine. Jacques viendra ici même tout à l'heure. Exactement, et je pense qu'il aura l'occasion de préciser la grande ambition qu'il porte, notamment sur le logement et les politiques du logement. Et puis à l'intérieur, les dotations, la DGF va, elle, connaître une augmentation de plus de 100 millions. Et ensuite viendra aux parlementaires, bien sûr, le choix de redistribuer, s'ils le souhaitent, dans une péréquation que chacun ici peut écouter, attendre ou parfois redouter. Ce sera le débat parlementaire. En tout cas, s'il y a un changement de péréquation voulu, elle ne sera pas du fait de la baisse des dotations pour la première fois depuis 2011, mais l'État va donc inscrire un budget non seulement en stabilité, mais en légère hausse. Alors Gérald Darmanin, 13 milliards d'euros d'économies sont demandées aux collectivités territoriales sur 5 ans. Édouard Philippe l'a annoncé ce matin, ces économies prendront en compte l'évolution naturelle des dépenses. Est-ce que c'est une main tendue aux élus locaux après un été meurtrier, pour reprendre l'expression employée ici même ce matin par François Baroin? Alors, moi j'entends qu'à quelques jours des sénatoriales, l'inflation verbale soit au rendez-vous. Mais je crois que lorsqu'on supprime 300 millions d'euros sur un budget global qui se compte en milliards, puisque l'ensemble des dépenses des collectivités locales, c'est 170 milliards d'euros. Et lorsqu'on évoque des mesures autour de 300 millions, ce qui a été meurtrier, c'est plutôt les baisses de dotation que nous avons tous subies en tant qu'élus locaux et sans concertation. C'est la première fois qu'un gouvernement, et chacun peut comprendre pourquoi les uns et les autres d'ailleurs l'ont fait, mais qu'un gouvernement maintient les dotations. D'abord, c'est un premier signe, et bon, à mon avis, un signe d'amour. Il y a des gens qui parlent, et puis il y a des gens qui font des démonstrations d'amour. Peut-être que les démonstrations sont plus parlantes aujourd'hui que les annonces. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, la volonté générale, c'était quand même de rappeler aux élus, et tous les élus le savent, et la très grande majorité d'entre eux savent ce que c'est que de gérer un budget et de gérer malheureusement, quand ils reprennent une collectivité ou quand ils succèdent à quelqu'un, d'avoir des projets, de financer les anciens, de rembourser une dette qui parfois est insupportable, et puis de faire face malheureusement à une demande particulière de dépenses parce qu'on a plus d'habitants ou parce qu'il y a des rigidités très fortes, notamment en ce qui concerne la masse salariale. Eh bien, nous avons considéré qu'il ne fallait pas forcer les élus à faire des économies, mais il fallait partager la contrainte, comme le disait sans doute le Premier ministre tout à l'heure, et essayer de lutter contre l'endettement d'une partie des collectivités, même si on est tous d'accord que cet endettement ne compte que pour moins de 10% de l'endettement global du pays, mais aussi en évitant les augmentations tendancielles de dépenses. Alors on va vendredi, avec le ministre d'État, travailler avec toutes les associations d'élus. Nous avons, je crois, démontré par notre premier acte, qui consiste à ne pas baisser les dotations, qu'effectivement c'est une main tendue extrêmement forte, qu'on ne peut rien faire sans les territoires, rien faire particulièrement sans les grandes villes et les grands territoires de France. Et j'espère que nous arriverons à avoir le pacte girondin que le président de la République a présenté lors de la conférence nationale du territoire et arrêter d'avoir une volonté jacobine qui était une baisse en pourcentage un peu partout, selon les territoires, selon le passé, selon les difficultés, selon le nombre d'habitants. C'est tout le contraire de ce que nous souhaitons faire. En quelque sorte, vous renouez le dialogue après un été difficile? Oui, après des années difficiles, je pense que les collectivités... Et un été difficile, monsieur le ministre? Moi, je pense que c'est surtout les années précédentes qui étaient difficiles. Quand on baisse ces dotations, enfin moi je vais donner mon expérience personnelle. Depuis que j'ai été élu maire en 2014, il a fallu que je connaisse une baisse de dotation entre 5 et 15% de dotation en moins, dans une ville qui connaît 21% de taux de chômage, alors même que l'État nous demandait de faire un certain nombre de choses à sa place sans transférer un certain nombre de charges qui pourtant sont de ses compétences premières. Je pense par exemple aux cartes d'identité ou au passeport, dont chacun peut constater que la différence entre le coût pour les collectivités et la dotation de l'État était différente.
Donc avec le ministre d'État qui a été un très grand maire de Lyon et qui sait ce que gérer une collectivité veut dire, je crois que vous avez avec Jacques Mézard et Gérard Collomb, et permettez-moi de dire avec quelques élus, dont Sébastien qui préside un département, des gens qui connaissent la vie locale et qui connaissent la difficulté des élus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être démagogue, ça ne veut pas dire qu'il faut raser gratis, mais qui connaissent la vie difficile des élus. Je crois que vendredi, le ministre d'État Gérard Collomb aura l'occasion avec nous d'annoncer quelques bonnes nouvelles pour rétablir, me semble-t-il, ce lien de confiance. Alors vous demandez quand même des efforts aux collectivités locales, bien évidemment, mais quels sont les efforts de l'État que vous allez lancer dans les prochains jours? L'État fait des efforts et j'espère qu'il le fera plus que les années précédentes, puisqu'il est vrai que les collectivités locales ont participé plus que l'État en proportion de leurs dépenses publiques, en proportion de leur endettement, et ça c'est quelque chose à corriger. Alors il faut que les collectivités locales continuent, et là je parle devant des élus souvent urbains, je pense même que les élus qui gèrent des plus grosses collectivités doivent aussi prendre conscience qu'ils ont plus de marge de manœuvre que les plus petites communes, et notamment les communes rurales. Ça, je pense que chacun peut l'entendre. Mais il est sûr que c'est à l'État, désormais, de faire la plus grosse partie de l'effort. Et c'est ce que nous allons présenter le 27 septembre avec Bruno Le Maire. Nous allons présenter des transformations très profondes dans le pays. Nous avons annoncé, et la presse en est fait l'écho, 2 transformations extrêmement profondes pour l'année prochaine, la politique du travail, la politique du logement. Nous continuerons à le faire. Le président de la République va annoncer un certain nombre de mesures pour revoir les missions et pour mettre en face de ces missions un certain nombre de moyens et d'efforts. Il est certain que si la dépense publique était la seule solution à la difficulté des Français, alors ça va bien longtemps que tout le monde serait très heureux dans notre pays. Édouard Philippe, ce matin, est revenu sur l'une des réformes engagées par le gouvernement, celle de la taxe d'habitation. Elle entrera en vigueur en 2018. Est-ce que vous pouvez nous préciser concrètement le dispositif ? Alors nous allons effectivement, dans le projet de loi de finances 2018, non seulement mettre le principe, mais mettre la chronique. Donc nous proposerons aux parlementaires de voter la chronique des 3 ans qui supprimera à terme pour 23 millions de foyers 80% de la taxe d'habitation. Concrètement, ce sera un dégrèvement, ce ne sera pas une exonération. Donc je crois que chacun ici peut être rassuré sur le fait que l'État va prendre ses responsabilités, y compris lorsqu'il y a une dynamique municipale ou une dynamique urbaine. Réparer un impôt qui, en plus, non seulement est injuste pour les citoyens entre eux, mais on le sait bien, injuste entre collectivités. Et je pense que ça, c'est un sujet extrêmement important et qu'il faut savoir résoudre désormais. Personne n'a eu le courage, parce que tout le monde peut donner des leçons aujourd'hui, mais depuis les années 70, de réviser les valeurs locatives, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, évidemment, de la justice devant l'impôt. Et nous allons donc dégréver chaque année, l'année prochaine 30%, puis 35 et 35%, pour arriver effectivement à 100%, la taxe d'habitation pour 80% des Français. Ce qui est certain, et pour être conforme au discours du président de la République, non seulement c'est une mesure de pouvoir d'achat qui ne grève pas la vie des collectivités locales, qui bien sûr auront la possibilité de continuer à fonctionner et pourquoi pas d'augmenter ou de baisser les taux s'ils le souhaitent. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra se poser pendant ces 3 ans, et nous comptons bien sûr sur les élus et notamment leur volonté pour faire quelque chose évidemment de moderne et de très pratique. Nous pouvons réfléchir demain à l'existence de ce que doit être une fiscalité locale moderne, qui doit être basée sur autre chose que des valeurs locatives des années 70 et qui doit obtenir la conséquence de la suppression de la taxe professionnelle, du fait métropolitain pour une partie d'entre eux, peut-être demain de la recentralisation ou non du RSA dans les départements, peut-être la transformation en métropole dans certains endroits. Il y a aujourd'hui déjà des différences entre l'Île-de-France qui peut lever une taxe particulière, notamment pour la Société du Grand Paris, et d'autres régions, d'autres collectivités qui ne peuvent pas utiliser un impôt. Il y a une égalité du territoire à avoir. Et sans doute, pendant les 3 ans qui arrivent, un sujet extrêmement important de refonder la fiscalité locale. Le président de la République a évoqué à la Conférence nationale des territoires l'idée d'être très disruptif. Il y a la possibilité de faire un nouvel impôt local qui remplacerait, pourquoi pas, les 20% de gens qui payent encore la taxe d'habitation et imaginons un autre impôt local qui est la taxe foncière. Il a aussi évoqué le point de CSG, le point d'IRPP, le point de TVA. Les régions vont avoir, et ça c'est dans le projet de budget, un point de TVA qui va donner 100 millions de recettes dynamiques chaque année en plus aux régions. Donc en plus, ils vont avoir plus de dotations. Donc la suppression de la taxe d'habitation n'est qu'une première étape pour la refonte totale de la fiscalité locale. Une suppression totale de la taxe d'habitation, ça c'est quelque chose qui est envisageable à moyen terme ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Ce qui est bien prévu, c'est effectivement la suppression pour 80 des Français par palier de tiers, pour leur redonner du pouvoir d'achat. 600 € cette année en moyenne payés par les Français, ce sera 400 € l'année prochaine, puis 200, puis 0. Mais effectivement, nous ne pouvons pas nous interdire d'ouvrir la question, le chantier de la fiscalité locale et de la rendre plus moderne,
en lui gommant ses difficultés de sociologie, ses difficultés de revenus. Dans ma propre commune, pour parler encore de chez moi, c'est ce que je connais le mieux. Dans les années 70, le quartier, qui aujourd'hui d'ailleurs est un quartier en rue, qui aujourd'hui connaît 60% de familles monoparentales, la secrétaire paye parfois 1 000 € de taxes d'habitation. En revanche, l'avocat d'affaires qui habite dans mon quartier, qui dans les années 70 était un champ, dans une maison assez bourgeoise, paye moins que la secrétaire dans le quartier en rue. Peut-être que c'est un impôt injuste. Un dernier mot, Gérald Darmanin, si vous voulez bien, sur cette taxe d'habitation. Ce matin, les débats nous ont amenés évidemment sur cette question. Il y avait des personnalités représentants de l'AMF et le président de l'AMF et le vice-président nous ont parlé de saisir le Conseil constitutionnel sur cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? Pas du tout. Moi, je pense qu'il est très important que toutes les voies de droit soient étudiées. Ce qui est certain, c'est qu'on a fait un choix. Et ce choix, c'est à la fois de garantir aux collectivités locales leur argent, le dégrèvement. Je rappelle aujourd'hui que 12 millions de foyers ne payent déjà pas la taxe d'habitation, puisqu'à 10 700 € par an, et ce qui est quelque chose parfois d'assez couru dans les villes populaires, vous ne payez pas votre taxe d'habitation. Donc il y a déjà un système d'exonération, d'abattement et de dégrèvement. Il y a une QPC qui est possible, qui est rendue par la République. Les parlementaires, d'ailleurs, ont le droit de saisir, s'ils le souhaitent, la loi de finances. Et c'est d'un pas certain, mais conscient du pouvoir d'achat de nos concitoyens, que nous proposerons cette mesure, qui d'ailleurs est conforme, me semble-t-il, au démocratique démocratique, puisqu'il a été confirmé non seulement à la présidentielle, mais aux élections législatives. Dernière question, Gérald Darmanin, sur un autre sujet. L'ensemble des associations d'élus locaux se plaignent du caractère trop normatif de l'État. Comment alléger le poids des normes ? C'est une question extrêmement importante parce que les normes, à chaque fois qu'un Premier ministre et qu'un nouveau gouvernement arrive, et malheureusement il n'y a pas beaucoup d'exceptions, il y a en général des déclarations pour dire on va baisser les normes et à la fin on s'aperçoit que c'est pas simple la simplification, si je peux me permettre. On a même connu, jeunes parlementaires, des articles plus longs d'exceptions que de simplification. Il y a donc un certain nombre de principes qu'il faut changer et nous allons les mettre dans la loi et nous allons les mettre dans le principe de fonctionnement du pays. C'est l'objet du texte que le président de la République m'a demandé de porter, qui est le droit à l'erreur, le changement de règles. L'administration doit démontrer l'erreur et non pas l'inverse. Ça vaut non seulement pour le particulier et l'entreprise, mais ça vaut aussi pour la collectivité locale. Deuxièmement, nous allons faire ce que le président de la République a souhaité aujourd'hui dans le cadre constitutionnel, peut-être demain dans le cadre d'une réforme, nous verrons bien, l'expérimentation afin d'adapter la réglementation à un certain nombre de mesures dans le monde économique. Pour ce qui concerne les préfectures, mais aussi ce qui concerne les collectivités locales, seront proposées. La simplification, il faut là encore éviter d'en parler et essayer de la faire. Merci beaucoup, Merci Gérald Darmanin. Merci, Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu cet après-midi, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Je vous laisse regagner la salle.